On retient souvent une vision excessivement technique de la gestion. Mais derrière les techniques, il se joue aussi des enjeux de relations entre les individus. Un contrat, par exemple. Derrière un contrat de travail, il y a d'abord une relation juridique. Il peut aussi y avoir des relations d'autre nature. Par exemple, des conventions. Pierre-Yves Gomez, bonjour. Vous faites partie, vous êtes professeur à l'EM Lyon, directeur de l'Institut français de gouvernement des entreprises. Vous faites partie des auteurs qui ont beaucoup travaillé et importé en France le concept de convention. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il y a derrière ce concept de convention? Vous avez publié plusieurs articles dans la Revue française de gestion sur ce thème. Donc ce qu'il y a derrière ce concept et pourquoi il change la perspective que l'on peut avoir sur l'entreprise et l'individu dans l'entreprise. Alors ça fait beaucoup de questions pour commencer. C'est pour ça que je les pose toutes en même temps. Vous avez raison. Je vais peut-être vous reprendre sur un point. On n'a pas vraiment importé la théorie des conventions. La théorie des conventions est une théorie très française. C'est vrai. Qui traduit une préoccupation qui est internationale, universelle dans la recherche aujourd'hui, qui est celle de l'institutionnalisation, oui. Et qui traduit dans des termes qui sont assez français, je le dis avec fierté, en tout cas avec une c'est l'équipe d'André Orléans, d'Olivier Favreau, c'est Dupuis, Jean-Pierre Dupuis. Et au-delà de Dupuis, c'est René Girard. Et donc rendons hommage à nos grands penseurs, René Girard, le penseur du mimétisme. Le penseur du mimétisme par le désir. Lorsque je désire toujours quelque chose qu'un autre désir, et donc du coup se crée en même temps que mon désir, se crée une relation qui va qualifier le désir, qui va le valoriser. Ça c'est la grande thèse de Girard qu'il a magnifiquement exploitée dans toute son œuvre. Moi j'ai été très impressionné par sa rencontre début des années 90, j'avais déjà travaillé sur ma thèse à l'époque sur les conventions. C'est une pensée qui m'a beaucoup marqué. Pourquoi ? Parce que en fait, on est dans un espace libéral, on va dire pour faire simple, où la rationalité est toujours pensée relativement à l'individu, ce qu'on appelle la rationalité substantive. C'est-à-dire que l'individu calcule, il raisonne seul. Voilà, la rationalité est substantiellement liée à l'individu. En clair, chacun d'entre nous peut faire référence à la déesse raison de manière totalement autonome les uns des autres. D'où l'autonomie des individus. Donc on vit dans ce monde et on va dire que 95% de l'idéologie ambiante repose sur cette fiction, pour moi, d'individus isolés qui rationalisent tout seuls. Et l'apport de Girard, pas que de Girard, mais enfin, pour lui rendre hommage, l'apport de Girard, ça a été de dire une partie non négligeable de notre rationalité dépend de la rationalité des autres. Alors ça, Keynes, vous l'avez dit dans la théorie générale, la fameuse métaphore du concours de beauté. La fameuse métaphore du concours de beauté. Si je vous demande de choisir la plus jolie fille ou garçon, parce que nous allons être équilibrés sur un panel, je vais anticiper ce que le jury va imaginer être la beauté moyenne, disons, et je vais choisir la beauté moyenne. Raisonnement qui s'applique à merveille sur les marchés financiers. Que André Orléans a magnifiquement exploité sur les marchés financiers, les bulles spéculatives. Si j'anticipe que le prix d'une action monte, même si je pense profondément qu'elle devrait baisser, si je pense que tout le monde pense qu'elle doit monter, je vais acheter, et donc je vais autoréaliser la croyance. La convention, c'est ça. La convention, c'est cette espèce de force qui s'impose. La convention, c'est que même si tout le monde pense que l'action, à l'instant, l'action devrait baisser, tout le monde achète et fait monter l'action, il se passe quelque chose qui échappe à chacun. C'est-à-dire que si chacun raisonnait, il dirait c'est absurde, mais collectivement, c'est cohérent, c'est rationnel, parce que chacun s'est ajusté par rapport à mieux avoir tort avec tout le monde que raison tout seul. Tout à fait. Et donc ça, c'est le grand principe des marchés financiers, comme on le sait, mais c'est du coup le grand principe des conventions. Il vaut mieux avoir raison avec tout le monde, parce que du coup, parce qu'en fait, le tout le monde me donne raison. Bien sûr. Et pour être plus théorique, le tout le monde donne ma raison d'agir. Donc ce qu'on conclut là, c'est qu'une partie de notre action dans le social dépend de l'anticipation que j'ai de ce que les autres vont faire ou pensent que je vais faire. C'est-à-dire que je ne peux plus avoir d'action individuelle sans la référer au comportement et aux actions que je vais imaginer chez les autres. Alors là, il faut être nuancé, il y a des actions individuelles et substantielles, il ne s'agit pas d'abolir la rationalité substantielle liée aux personnes, bien sûr, mais il y a aussi une partie importante de la rationalité qui dépend de notre vie sociale et qui va créer des formules d'action
collectives, qu'on appelle, nous, théoriciens des conventions, des conventions. Conventions, c'est ces savoir-faire qui nous paraissent évidents, parce que personne ne le remet en cause, parce que tout le monde croit que c'est comme ça que ça va se passer. Et là, on rejoint vraiment l'idée de normes, c'est-à-dire de normes sociales qui fixent des cadres. Voilà, alors normes sociales, là aussi, c'est bien de positionner les deux termes. La norme sociale, on a toujours, et on a bien sûr que la norme sociale est une construction du social. C'est-à-dire que je peux définir, discuter une norme, la négocier, déduire un consensus sur la norme. C'est quelque chose qui est objectivé. Alors que la convention, elle appartient à tous, mais elle n'est jamais objectivée. C'est parce qu'on ne se pose pas de certaines questions sur notre façon d'agir que nous agissons. Alors, on registre de l'implicite, de l'inconscient. D'une raison qui nous est collective. On donne toujours cet exemple de conduire à droite, conduire à gauche. Évidemment, si je me pose la question pourquoi on conduit à droite plutôt qu'à gauche, c'est absurde. C'est parce que tout le monde conduit à droite qu'il est bon de conduire à droite, ou tout le monde conduit à gauche qu'il est bon de conduire à gauche. Et donc, ma rationalité individuelle ne prend sens que par rapport au fait que tout le monde fait la même chose. Exemple canonique. Mais en entreprise, par exemple, les conventions d'effort que la Wenchen, dès 1976, avait mis en évidence, hein, un grand monsieur, là, une convention d'effort, c'est le fait que chacun sait, dans l'entreprise, que chacun sait qu'il y a un niveau d'effort qui est le niveau attendu par chacun. Et c'est par rapport à ce niveau qu'on va travailler plus ou travailler moins, qu'on va être en désengagement ou en super-engagement. Mais posons-nous la question de savoir comment se crée. Et vous voyez, ce n'est pas une norme édictée par la puissance. Quelque chose qui émerge. C'est quelque chose qui émerge par ajustement. Des déménageurs se mettent ensemble pour déménager un piano. Comment l'effort de ces 4 personnes qui aiment un piano va faire en sorte que le piano est soulevé. Chacun sait que chacun sait va faire un bout. Ce chacun sait que chacun sait s'appelle une convention et c'est extrêmement important en entreprise. Alors, j'ai une première question. Vous dites que c'est extrêmement important en entreprise. En termes de techniques de gestion, ça signifie qu'on peut avoir un regard particulier sur certaines techniques de gestion. Je pense au marketing, par exemple. Vous avez évoqué la convention d'effort. Vous parlez parfois de convention de qualification sur un marché. Oui. C'est la même logique. Comment on qualifie un produit? Alors, on édicte des normes, bien sûr, mais la qualité, la perception du produit, c'est une convention qui se crée du côté du marché. Les clients pensent que les clients pensent que les clients pensent, je ne vais pas donner de marque, mais que tel produit, telle marque a une qualité propre, et sans que personne ne puisse réellement définir en quoi cette qualité existe, chacun sait que chacun sait que chacun sait. Que telle marque vaut plus que telle autre. Ce qu'on appelle une convention de qualification. La qualification des produits, elle n'est pas objectivable. Elle fait partie de cette construction sociale. Alors, convention d'effort dans l'entreprise, convention de qualification sur les marchés, et quand ça se rejoint, ça crée l'entreprise sur son marché. Alors pardon, je vous pose la question en termes de gestion. Oui, ça ouvre des perspectives en gestion, parce que la gestion, c'est fondé sur l'objectivité de la rationalité. Je vais inciter une personne à travailler plus, ou je vais inciter à agir dans ce sens. Et pour beaucoup, c'est ça gérer. Il y a une partie immergée de la gestion qu'on essaie, nous, de mettre en évidence, c'est que chacun travaillant, mais en relation avec ceux qu'il croit que les autres attendent de lui, quand je dis les autres, ce n'est pas ses managers, mais ses pairs, voire ses collaborateurs, chacun imaginant ce que l'autre croit attendre de lui, finit par travailler en relation à ça. Donc il y a ce niveau-là, ce niveau d'effort. Et si on ne le décèle pas, si on ne le met pas en évidence, on passe à côté. On ne dévoile pas, on est presque dans des processus de dévoilement. On est dans des processus de dévoilement de quelque chose qui doit rester implicite. Parce que ça marche, parce que c'est implicite, parce que personne... oui, c'est le grand paradoxe des conventions, c'est que si on les révèle, si on se met tous à dire en quoi nous croyons. Lorsque nous réalisons un effort en entreprise, on va être inhibé, on va se dire je me fais avoir, parce qu'on se replie sur l'individu. Ça marche parce que précisément on n'y pense pas. Mais en même temps, ça peut créer des pathologies. Donc le gestionnaire, il doit travailler avec ça. Alors pour conclure cette interview, ça permet de regarder de manière un peu différente la crise financière, par exemple. Vous avez publié un texte dans la Revue française de gestion en 2009 sur ce thème du divorce entre théorie et pratique, et où au fond on finit par reprendre la bonne vieille formule, tant pis pour les faits, au fond, oui. la théorie. Vous pouvez nous en dire 2 mots? Bon,
pratique de théoricien de la finance, je m'étais quand même un peu inquiété du fait que si vous prenez la théorie de l'agence, la théorie financière fondatrice des marchés financiers, de la financiarisation qu'on connaît aujourd'hui, cette théorie de l'agence, plutôt cette théorie des marchés financiers, de l'efficience des marchés, ne fonctionne pas précisément du fait de la financiarisation. Je veux faire en bref, les hypothèses de cette théorie ne marchent justement pas à partir des années 1980. Or, c'est à ce moment-là qu'on l'utilise systématiquement. Or, pourquoi on utilise une théorie qui, justement, n'est pas faite pour expliquer la situation dans laquelle nous sommes? Et tout le monde utilise cette théorie financière. Et au fond, tout le monde le sait. Et tout le monde le sait. Moi, quand j'étais à Londres, j'ai travaillé à London Business School, j'étais professeur invité, j'avais un très bon copain financier, et je lui ai dit, écoute, Michel, tu ne peux pas utiliser tu sais très bien que les marchés ne sont pas efficients, et que ça a été démontré en 1981 par Stiglitz, etc. Il me dit, écoute, tout le monde le sait, ça, mais il faut bien écrire des articles. Il faut bien que la finance continue d'exister. Donc en fait, tout le monde savait d'ailleurs que ça ne marchait pas comme le disait la théorie, mais tout le monde faisait semblant de croire, ou en tout cas pensait que les autres le croyaient, et autoréalisation, comme on dit dans le jargon des conventionnalistes, ça autoréalise et finalement, tout le monde finissait par croire que cette théorie explique les marchés financiers. Ce qui veut dire qu'au fond, on peut avoir des bulles théoriques. Il y a des bulles théoriques, bien sûr. Il y en a eu beaucoup dans l'histoire, des bulles théoriques. Mais nous sortons d'une bulle théorique avec la crise de 2008. Une bulle qu'il faudrait peut-être commencer justement à diagnostiquer pour essayer d'en tirer des leçons, pour éviter la reproduction éternelle de ces bulles. Et penser le coup suivant. Et penser le mouvement suivant. Pierre-Yves Gomez, merci infiniment d'avoir accepté cette invitation. Donc des articles, une série d'articles qui s'étalent sur près de 20 ans à retrouver dans la Revue française de gestion. Merci à vous.